Qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning, c'est cette branche de l'intelligence artificielle qui donne la capacité aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes à partir des données, à partir des exemples. Le machine learning est très utilisé notamment dans le secteur bancaire où on est capable de développer des modèles mathématiques qui permettent de déterminer en fonction des caractéristiques des clients si un client particulier va rembourser son crédit ou pas. De la même manière, dans le secteur de la santé, on peut utiliser le machine learning pour pouvoir détecter le diabète. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous aussi, vous pouvez développer de A à Z un modèle mathématique qui permet de détecter le diabète. Et oui, vous l'avez bien compris, à la fin de cette vidéo, on va construire ensemble un modèle mathématique qui permet de déterminer, de prédire les patients qui auront le diabète ou pas. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on active la cloche de notification pour ne pas rater le contenu de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé des actions, c'est parti pour le modèle de machine learning qui permet de prédire le diabète. Let's go! Pour développer un modèle de machine learning comme celui qui permet de prédire si les patientes ont le diabète ou pas, on va raisonner en 7 étapes clés. La première étape consiste toujours à définir la problématique, à bien planter le décor et comprendre le contexte dans lequel le projet s'inscrit. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent de vraiment mettre en place un modèle de machine learning? Ça, c'est la toute première étape. Une fois qu'on a défini le problème, on passe à l'étape 2 qui va consister cette fois-ci à récolter les données qui vont permettre de réaliser le modèle de prédiction. Je vous ai dit en introduction, machine learning, donner la capacité à l'ordinateur d'apprendre par lui-même à partir des données. Donc, pour pouvoir mettre en place un modèle qui prédit le diabète, il faut qu'on ait un historique de patiente, des caractéristiques et le fait que la patiente a le diabète ou pas. Donc, deuxième étape, on collecte la donnée. Une fois qu'on a collecté la donnée, on s'assure que la donnée est de bonne qualité parce que garbage in, garbage out. Si on donne à notre machine des mauvaises données, les résultats ne seront pas pertinents non plus. Donc, il y a une étape où on va prendre le temps d'analyser les données manquantes, les données aberrantes, etc. Une fois que c'est bon, on passe à la troisième étape qui va consister en fait à comprendre la population. On veut prédire le diabète. Première question, sur quelle population? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Quel est l'âge moyen de la population? Donc, bien comprendre la population qu'on vise, ça, c'est l'étape 3. Vous comprenez la population, vous passez à la quatrième étape qui va consister à choisir les caractéristiques les plus importantes. En fait, à ce niveau, on va se demander quelles sont les caractéristiques qui permettent de prédire justement que des patients peuvent avoir le diabète ou pas. Et à ce niveau, on va discuter avec des docteurs, avec des professionnels de la santé pour bien choisir nos variables. Une fois qu'on a choisi les variables, on va passer à la cinquième étape qui va consister donc à mettre en place plusieurs algorithmes différents. On reviendra là-dessus plus tard. Lorsqu'on a mis en place plusieurs algorithmes, on passe à la sixième étape qui va consister à choisir l'algorithme le plus pertinent. Une fois que c'est bon, on va réaliser les prédictions et mettre en production le modèle. Voilà les 7 étapes clés qui vont nous permettre de développer notre modèle de machine learning. Dans le cadre de cette démo, on va utiliser un logiciel qu'on appelle R et on va travailler avec un modèle de machine learning qu'on appelle les forêts aléatoires. C'est parti pour la démo en R. Let's go! Nous allons utiliser les 7 étapes que j'ai présentées en introduction pour développer notre modèle de machine learning, notamment les forêts aléatoires avec le logiciel R. Première étape, c'est description de la problématique. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ici développer un modèle mathématique qui permet de détecter le diabète de type 2. Quel est le contexte? En fait, c'est une maladie chronique qui est en constante évolution et ça affecte de manière significative la qualité de vie. La détection précoce, pourquoi c'est important? C'est crucial pour mettre en place des interventions préventives et déterminer les traitements adaptés. Donc, notre modèle peut servir véritablement les professionnels de la santé. La première étape a été validée, on a planté le décor. Le décor a été planté, maintenant on passe à l'étape 2 qui va consister à collecter les données historiques pertinentes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du machine learning, lorsqu'on veut développer un modèle, on commence par comprendre ce qui s'est passé
par le passé. Si je souhaite prédire si une patiente a le diabète ou pas, il faut que dans l'historique, j'ai les données des patientes qui ont eu le diabète et des patientes non diabétiques. Pour ce projet, on va se baser sur une base de données populaire qui est disponible sur Kaggle, la base de données diabète que vous avez en description. Donc, la base contient quoi? Des informations sur des patientes féminines d'au moins âgées au moins 21 ans et provenant d'une population amérindienne. On a des informations comme quoi? Ici, on a par exemple le nombre de grossesses de la patiente, la concentration de glucose dans le plasma, la pression artérielle diastolique, l'épaisseur du pli cutané, le taux d'insuline, l'indice de masse corporelle, la fonction pédigrée du diabète, l'âge de la patiente, la variable cible qui indique si la patiente a le diabète ou pas. Est-ce qu'elle est diabétique? C'est ça ici, outcome. 0 si la patiente n'est pas diabétique et 1 si la patiente est diabétique. Donc, à partir de cette donnée, on veut prédire outcome qui est juste là. Deuxième étape, on récolte des données sur Kaggle qu'on importe ensuite grâce à ce code R. Donc ici, read.csv, c'est une fonction R qui permet d'importer les fichiers de type CSV de base. Donc, j'ai mon fichier CSV, j'ai le lien vers mon fichier ici. Donc, vous allez changer votre chemin d'accès de votre côté. Et en faisant read.csv, j'importe ma base de données. Si j'ai envie de voir les premières lignes, qu'est-ce que je fais? Je fais un head data. Ça va me donner les 6 premières lignes de la base de données. Par exemple, ici, on voit que la patiente 1 a 6 grossesses. Voici le taux de glucose, la pression, le taux de glucose dans le sang. On a quoi d'autre? Le taux d'insuline, l'indice de masse corporelle, l'âge 50 ans et la patiente avec le diabète. La deuxième n'a pas le diabète et est âgée de 31 ans. Donc, on a les caractéristiques des premières lignes. Nous avons collecté les données. Un réflexe important à toujours avoir, c'est analyser la qualité des données, vérifier le type des variables qui sont dans votre base de données. Donc ici, lorsqu'on a fait le head pour avoir les 6 premières lignes, la prochaine étape, c'est de faire un STR pour comprendre la structure de la base de données. Est-ce que le type de variable que j'ai ici, par exemple, c'est bien un integer? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Donc j'exécute ça. STR data. Vous voyez, pour toutes les variables, j'ai le type en fait. Par exemple, ici, outcome, qui est la variable qui nous dit 0 si la patiente n'est pas diabétique et 1 si la patiente est diabétique. Vous voyez que outcome ici, c'est integer. Ça, ce n'est pas bon parce que c'est une variable catégorielle. Je ne peux pas faire la somme de 0 et 1. Je ne peux pas faire la somme de... Il faut que je transforme cela en R, en facteur. Ça, c'est une étape essentielle. Ok? C'est pour ça qu'ici, je fais data $outcome, donc je récupère la colonne outcome, le résultat. As.factor, je transforme cette variable en facteur, data outcome. Si j'exécute ça, ça va réaliser la transformation. Et si je refais le STR pour vérifier que ma transformation a été appliquée, vous allez voir qu'on n'aurait plus un integer comme c'était le cas ici. On aura cette fois-ci un facteur avec 2 niveaux. 0 pour les patients qui ne sont pas diabétiques et 1 pour les patients qui sont diabétiques. Lorsque vous avez fait ça pour toutes les variables, les autres variables, je vous garantis, c'est bon. Il faut faire un summary rapide pour voir est-ce qu'on a les données manquantes, est-ce qu'il y a les données aberrantes, est-ce qu'on comprend bien la base de données. Tac, j'exécute ça, le summary, ça vous donne les caractéristiques. Vous voyez ici, par exemple, nombre de grossesses, on voit que le minimum, c'est 0. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout de grossesse. En moyenne, on est autour de 3,8 et le maximum, 17 grossesses. On voit que 75% ont moins de 6 grossesses et 25% ont plus de 6 grossesses. Voilà à peu près les caractéristiques. Si on regarde quoi d'autre, l'âge. En termes d'âge, le minimum, c'est 21 ans. C'est cohérent avec ce qu'on avait dans la description. En médiane, c'est 29 ans. Ça veut dire que 50% des femmes de cette base de données ont moins de 29 ans et 50% ont plus de 29 ans. Et la femme la plus âgée a 81 ans. Et on voit que 75% des femmes ont moins de 41 ans et 25% des femmes ont plus de 41 ans. C'est ce qui est ici. Et en termes de diabète, il y a 500 femmes qui ne sont pas diabétiques et il y a 268 femmes qui sont diabétiques. Vous voyez, avec cette fonction, vous avez déjà une bonne vision de l'ensemble de la base de données globale. Nous avons collecté la donnée, on a analysé rapidement la base de données. Ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y avait pas de valeur manquante. La prochaine étape va consister à faire une exploration approfondie de notre base de données. Ici, on ne va pas le faire, mais n'hésitez pas à approfondir l'analyse pour bien décrire l'ensemble des éléments qu'on avait ici dans ce summary parce qu'on a déjà une petite description. Vous faites des graphiques, vous faites des tableaux, vous faites vraiment une analyse quantitative pour bien comprendre l'ensemble de la base. Une fois que l'analyse est finalisée, on va comprendre les populations
qu'on essaie de prédire. Prochaine étape va consister à choisir quelles sont les caractéristiques qui influent le plus le fait d'avoir le diabète ou pas. Pour déterminer les facteurs qui ont le plus d'impact sur le fait qu'une patiente a le diabète ou pas, en général, vous pouvez regarder la revue de la littérature, discuter avec les professionnels de la santé, vous baser sur vos connaissances sur le sujet. Donc ici, on va supposer que l'ensemble des variables que nous avons dans notre base de données sont pertinentes. Ça, c'est une supposition forte qu'on va faire ici. On va supposer que le glucose peut avoir un impact sur le fait d'avoir le diabète, le nombre de grossesses, la pression artérielle. Bref, on va supposer que tout est important, on va tout mettre dans notre modèle. Mais dans la pratique, vous n'allez pas faire ça. Vous allez prendre le temps d'analyser, mettre en place des tests statistiques. Il y a une vidéo qui s'affiche juste là qui vous montre justement toutes les méthodes de sélection de variables. Mais ici, on va sélectionner tout. Donc ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables qu'on va utiliser. Donc, une fois qu'on a choisi les variables, on peut donc passer à l'étape 5 qui va consister à concevoir notre règle de décision, notre modèle à partir des caractéristiques sélectionnées. Pour construire et choisir notre modèle, on va procéder en 3 sous-étapes clés. Première sous-étape, c'est diviser la base de données en 2. Vous voyez la base initiale qu'on avait? On va diviser cette base en 2. Une partie qui va représenter 80%, qu'on va appeler base d'apprentissage, qui va nous permettre de déterminer notre règle de décision. En fait, c'est avec la base d'apprentissage qu'on va comprendre, en fait, quel mécanisme permet de dire si une femme a le diabète ou pas, ok? Une fois qu'on aura défini notre mécanisme, on va utiliser les 20% restants, la base de test, pour pouvoir valider notre règle de décision. C'est pour ça que c'est important, en fait, pour éviter ce qu'on appelle le surapprentissage. Parce que si j'apprends sur une base et je tire mes conclusions sur la même base, je risque de surapprendre. Alors que si j'apprends sur une base et je valide sur une autre, vous voyez qu'il y a de l'indépendance. J'ai 2 bases complètement différentes. Donc ici, en R, vous avez le package Caret qui vous permet, en fait, de faire du machine learning. Vous avez ici, j'ai mis le texte qui vous explique globalement pourquoi est-ce qu'on fait la base d'encodement 80%, la base de test 30%, 20%. Le package Caret va nous permettre en fait d'utiliser la fonction qui est là, qu'on appelle Create Data Partition. Qu'est-ce que ça fait? Ça partitionne votre base de données. Ici, j'ai mis Outcome, notre variable qu'on souhaite prédire, data de la outcome, P égale à 0,8. Ça veut dire, je vais partitionner 80% de ma base de données. En gros, sélectionne-moi aléatoirement 80% de la base de données. Et dans ce code, il y a une ligne qui est capitale, qui est centrale lorsque vous faites du machine learning, c'est celle-ci. 7.seed 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lorsqu'on choisit des valeurs de façon aléatoire, si je lance une pièce de façon aléatoire, j'ai un résultat. Si je lance la pièce une deuxième fois, j'aurai eu un autre résultat. Vous voyez que l'aléa, il change à chaque fois que j'ai lancé. Donc, pour me rassurer que le choix des index que je vais mettre dans ma base d'apprentissage sera identique. À chaque fois que je vais exécuter mon programme, je fixe la graine 1, 2, 3. Donc, avec 1, 2, 3, l'aléa sera contrôlé. Donc, si vous lancez ce code de votre côté, vous aurez le même résultat. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait un set seed. Ici, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Le plus important, c'est que le chiffre que je partage avec vous soit exactement le même pour avoir le même résultat. OK? Donc, si j'exécute ça, ce code, on aura une liste, en fait, d'indices qu'on a choisi de façon aléatoire et ces indices vont représenter notre base d'apprentissage. Ça veut dire que dans notre base d'apprentissage, on aura le premier individu, le 3e, le 4e, le 6e, le 7e, le 8e, le 10e, le 21e. En fait, c'est la ligne, le numéro de la ligne dans le fichier de départ. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai ce numéro? Il faut maintenant que je choisis la base correspondante à ces numéros. Et pour choisir cette base de données, tac, je reviens. Voilà, c'est là, tac, tac, tac. Ici, vous voyez ici, je reprends ma base de données. Ici, je choisis uniquement les numéros qui ont été sélectionnés. Ça fait ma base d'apprentissage, data train. Donc, je choisis uniquement les numéros que j'ai sélectionnés précédemment. Et pour la base de test, ce sera le reste. Ça veut dire quoi? Tous les individus qui ne sont pas dans cette liste. C'est pour ça que vous avez ici un moins. Donc, j'enlève tous les individus qui sont dans cette liste. J'ai ma base d'apprentissage. Vous pouvez voir la dimension base d'entraînement 615 individus, base de test 153 individus et 9 variables. Nous avons divisé notre base de données en 2. Prochaine étape, c'est d'entraîner plusieurs types de modèles différents. Ici, nous allons tester l'arbre de décision et la forêt aléatoire.
Je vous montre comment est-ce que ça marche en R. Donc ici, on va aller sur mon code R qui est là. Donc, on va commencer par faire l'arbre de décision. Et le package populaire nécessaire pour faire de l'arbre de décision en R, c'est le package AirPath. Ça, c'est le package que moi, j'utilise personnellement au quotidien. On va installer également le package AirPathPlot qui permet de faire de belles visualisations sur les arbres de décision. C'est ce qu'on fait ici. Donc, on charge les packages nécessaires. Une fois que c'est fait, on va entraîner notre modèle d'arbre de décision. Vous allez voir ce que c'est plus tard. Comment ça marche? Outcome, c'est la variable que je souhaite prédire. OK? Outcome, c'est la variable que je souhaite prédire. Tilde, c'est pour dire je prédis ma variable. Je prédis en fonction de. Point, ça veut dire en fonction de toutes les autres variables qui sont dans la base de données. C'est ce que ça signifie en fait. Donc, je vais prédire en fait mon outcome en fonction de point toutes les autres variables. Vous pouvez rajouter les variables avec des plus. Si vous souhaitez comprendre comment fonctionne, comment marche une fonction A, et vous faites un point d'interrogation comme ça, point d'interrogation, mettez votre fonction juste là, et ici, juste à côté, vous voyez la formule, vous avez la description, vous pouvez préciser autant de variables que vous souhaitez. Vous voyez ici, là, si par exemple on veut choisir des variables spécifiques, on prend en première variable plus number, plus stat, donc c'est chaque variable de la base en fait. Vous voyez, il y a deux écritures. Soit je choisis moi-même mes variables, soit je précise dans mon fichier Excel uniquement les variables pertinentes et je sélectionne l'ensemble. Donc voici l'arbre de décision juste ici, ok, outcome, ensemble, data. Data train, on entraîne le modèle sur la base d'apprentissage. Méthode égale à classe. Pourquoi? Parce que notre variable est qualitative. Qualitative, c'est classe de modalité. Raison pour laquelle ici, méthode égale à classe. Donc, lorsque vous avez entraîné votre modèle, si j'exécute ça, c'est ce qu'on appelle entraîner son modèle en R, en fait. Ça, c'est un modèle de machine learning qu'on vient de concevoir. Hein. Regardez, c'est une ligne de code et puis c'est bon. Et quand c'est comme ça, vous pouvez faire un summary pour voir le résumé de votre modèle. C'est ça, le summary. Tree model, ça donne un résumé avec l'ensemble des caractéristiques de modèle. Je vais vous expliquer en détail ce que chaque élément, ça vous donne les variables les plus importantes, les plus pertinentes. Par exemple, ici, variable importance. On voit que pour expliquer, pour prédire le fait d'avoir le diabète, il y a le taux de glucose qui est la variable la plus importante. Ensuite, il y a l'âge. Donc, c'est avec l'âge, il y a l'indice de masse corporelle, il y a l'insuline. Voilà les quatre premières, aussi le nombre de grossesses qui est pertinent pour prédit le diabète. On a tout ça ici. Pour avoir ce résumé d'un point de vue visuel, vous pouvez utiliser AirPathPlot qui est juste ici. Vous mettez l'arbre que vous venez de construire. Vous allez voir quoi ça ressemble. Je vous explique l'arbre. Donc, je mets main ici, c'est pour donner le tir de mon graphique. Si j'exécute ça, tac, voici l'arbre de décision que je viens de concevoir. Comment est-ce qu'on interprète ça? Vous voyez ici, la première variable qui ressort de l'arbre, c'est le taux de glucose. On avait vu en termes d'importance, le taux de glucose était la variable qui expliquait le mieux le fait d'avoir le diabète. Lorsque ce taux de glucose est inférieur à 155, on vient de ce côté, on divise encore en deux. Si le taux de glucose est inférieur à 112, on peut encore diviser par quoi? Par la fonction du pédigré qui est juste là. Si c'est inférieur à 0,66, alors la patiente n'a pas le diabète. C'est comme ça qu'on fait l'arbre de décision. Vous avez, avec toutes les variables, il y a des règles de décision. Par exemple, ici, si le taux de glucose est supérieur à 155, notre modèle prédit, juste ici, vous voyez, en vert 1, la patiente a le diabète. C'est ça le modèle de machine learning, en fait. J'ai fait mon arbre de décision en fonction des caractéristiques. Si le taux de glucose est supérieur à 155, alors je conclus que la patiente a le diabète. Si le taux de glucose est inférieur à 155 et le taux de glucose est supérieur à 112 et l'indice de masse corporelle est supérieur à 27 et l'âge de la patiente est supérieur à 31 ans, et la fonction du pédigré inférieure à 51 ans, 0,51, alors la patiente a le diabète. Donc, vous voyez, les cases en vert, ce sont les conditions qui remplissent le fait que la patiente aura le diabète ou pas. Et la case en bleu, ce sont les conditions qui font en sorte que la patiente n'a pas le diabète. Vous allez peut-être me dire, cette table est trop grand. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez présenter ça au manager, ce sera trop de règles. Au lieu de présenter un arbre qui est trop grand comme ça, on va faire ce qu'on appelle le pruning, c'est-à-dire diminuer un peu la profondeur de l'âge, peut-être s'arrêter à ce niveau ou à ce niveau ou à ce niveau. Bref, réduire la taille de telle sorte que les prédictions sont toujours de bonne qualité. C'est ce qu'on appelle l'élagage ou encore le pruning de notre arbre de décision. Pour réduire la taille de cet arbre, vous avez les lignes de code qui sont juste là. Il faut déjà voir ce qu'on appelle la complexité de l'arbre. En gros, à quel point l'arbre est profond. Et en fonction de la complexité, si j'exécute ce code, print CP, complexité, pour l'élagage, vous voyez ici,
En fonction de la complexité, c'est-à-dire la taille de coupure de l'arbre, vous avez ici X-error, qui est un peu une sorte d'erreur de classification. À quel point on s'est trompé. Par exemple, au lieu de mettre une patiente qui avait le diabète, on a dit que la patiente n'a pas le diabète. Ça, c'est une erreur, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le X-error. En fonction de la complexité, on a le niveau d'erreur relative ou absolue, peu importe. Notre objectif, c'est d'avoir l'erreur la plus faible avec un minimum de complexité. Ça, c'est ça le challenge, en fait. Avoir les deux challenges respectés. Pour ça, il y a un graphique qu'on met en place en R pour mieux visualiser à quel moment on doit couper notre arbre. C'est ce qu'on appelle ici le graphique du paramètre de la complexité qui est juste ici, ouais. À partir de ce graphique, lorsque l'erreur relative est faible, on peut choisir ce niveau de complexité parce qu'à partir de ce niveau de complexité, on a un arbre qui fait des prédictions acceptables. Donc, pour choisir cela, il y a cette fonction que j'ai mis en place ici. Donc, on prend cptable, la table avec tous les niveaux de complexité. On prend la complexité qui va minimiser l'erreur. On veut minimiser parce que lorsqu'on fait un modèle de machine learning, il ne faut pas qu'on se trompe, dire qu'une femme a le diabète alors qu'elle ne l'a pas. Ça, c'est se tromper. Donc, on veut minimiser cette erreur-là. C'est ça. Juste ici, vous voyez. Donc, ici, on veut minimiser X-error et on choisit la complexité optimale. C'est celle qui minimise X-error. Si j'exécute ça, vous allez voir, tac, on exécute comme ceci, tac. Et là, je rajoute un autre chunk, tac. Vous allez voir quelle est la complexité qui minimise l'erreur. C'est ça la technique. Voilà, vous allez voir que c'est cette complexité-ci. Et à cette complexité correspond un niveau de coupure de l'arbre. Est-ce qu'il y aura 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions? Donc, je vais donc réentraîner mon modèle d'arbre de décision avec le niveau de complexité optimale. C'est ça ici le pruning. Donc, ici, l'arbre, je prends mon arbre et je choisis la CP optimale que j'ai développée. Et ici, avec AirPadPlot, je peux mettre en place le graphique pour voir ce que ça donne. Let's go alors. Voilà, voici là, vous voyez, c'est beaucoup plus court. Il y a uniquement une coupure. Qu'est-ce que ça fait? L'arbre nous dit, dès que la patiente a un taux de glucose inférieur à 555, alors elle n'a pas le diabète. Si le taux de glucose est supérieur à 155, alors la patiente a le diabète. On peut dire c'est peut-être trop simple. On verra si on ne peut pas faire mieux avec d'autres modèles. Voilà notre modèle. Ok, c'est assez simple que ça. Une règle de décision. Ça, c'est le machine learning. Une règle de décision. Le glucose inférieur à 155, pas de diabète. Glucose supérieur à 155, présence d'un diabète de type 2. Ok? On va donc évaluer. On a construit le modèle sur la base d'apprentissage. On va donc voir ce qui se passe. Quelles sont les performances? Est-ce que ça classe bien sur la base de tests? Ici, je vais installer ce package qui va nous permettre de calculer un indicateur qu'on appelle la courbe ROC. On détaille ça plus tard. Donc, je fais predict. Je prends mon modèle. Je prends la base de test. Donc, dans la base de test, c'est quoi? J'ai les caractéristiques des femmes. Donc, je vais faire les prédictions. À partir des caractéristiques de la base de test, j'utilise mon modèle pour faire la prédiction. Et là, je vous montre, je vais enlever tout ça pour qu'on aille tout doucement. Voilà. J'exécute ça ici, comme ça. Donc, si on remonte, ça, c'est la prédiction en termes de probabilité, parce qu'on donne d'abord des chances, en fait. On donne d'abord les chances d'avoir le diabète ou pas. Si, par exemple, la chance est supérieure à 0,5, ça, c'est le seuil qu'on choisit, alors tu as le diabète. Si c'est inférieur à 0,5, alors tu n'as pas le diabète. Ça, c'est en discussion souvent. Ça dépend des secteurs, mais ça, c'est ce qu'on prend ici. Ça, ce sont les probabilités. À partir de ces probabilités, vous voyez, l'individu de la probabilité est de 0,26. À partir de ces caractéristiques, on a les probabilités juste là. Une fois qu'on a ces probabilités, on peut donc avoir ici, vous voyez ici, avoir la valeur, la courbe ROC déjà. Donc, je vais crasser ça, j'exécute, comme ça vous aurez la fameuse courbe ROC dont je parlais. On est ici, l'AUC à 0,64. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends 10 individus de façon aléatoire dans notre base de données, le modèle que je viens de concevoir va bien classer dans leur catégorie respective 6 fois sur 10. On aura un bon classement. On a 6 fois sur 10, un bon classement si je prends 10 individus de façon aléatoire. C'est ce que ça nous dit. Donc, on a un AUC ici à 0,64%. C'est pas mal, c'est supérieur à 0,5. Le plus important, c'est que l'AUC soit supérieur à 0,5 dans le modèle. Il est pas mal, en fait. Et en plus, je l'ai calculé sur la base de test. On peut calculer la même chose sur la base d'apprentissage. Là, c'est sur la base de test que j'ai calculé cet AUC. On peut faire la même chose sur la base d'apprentissage juste ici. Vous voyez, je fais la prédiction sur la base d'apprentissage et je refais la même courbe. Est-ce que la performance que sur la base de test est trop éloignée de celle de la base d'apprentissage? Vous voyez que sur la base de l'apprentissage, on a 0,66. Base de test, on avait 0,64. C'est légèrement proche. Donc, il n'y a pas de surapprentissage.
On a un modèle qui est plutôt pas mal, mais on peut encore l'améliorer. Pour l'améliorer, ici, on a utilisé un seul arbre de décision. C'est montrer que les arbres de décision en pratique sont trop instables. Il suffit juste de changer les données de départ et les performances changent complètement. Pour éviter ce problème de stabilité de l'arbre de décision, on va construire ce qu'on appelle les forêts. Forêts aléatoires. Dans une forêt, il y a plusieurs arbres. Quel est le principe des forêts aléatoires? En fait, ici, on a fait l'arbre qui nous permettait en fait de prédire si une patiente aura le diabète ou pas. Ok? Avec la forêt, au lieu d'avoir un seul arbre, on aura plusieurs. Vous voyez, dans la forêt, il y a plusieurs arbres. Comment ça marche en fait? On aura peut-être un arbre qui nous dit la patiente n'a pas le diabète, un autre arbre qui nous dit la patiente a le diabète, un autre qui dit n'a pas le diabète, un autre qui dit a le diabète et un autre qui dit a le diabète. On va faire un vote à la majorité. En fait, sur les 10 arbres que j'ai, par exemple, dans ma forêt, s'il y a 9 arbres qui me disent la patiente a le diabète, alors je vais prédire que la patiente a le diabète. Vous voyez le principe en fait. Je fais plusieurs arbres, en général peut-être 500 arbres, et si parmi les 500, la majorité prédit qu'il y a le diabète, alors il y aura le diabète. Voyons voir comment ça marche en R pour construire ces fameuses forêts aléatoires. Donc, pour construire la forêt aléatoire en R, c'est assez simple. Vous avez le package Random Forest. En général, peu importe le langage de programmation, si vous comprenez le principe, il suffit juste de trouver le nom du package. Ici, c'est Random Forest. On va aussi utiliser ce package E1071 qui est souvent utilisé pour le machine learning en R. Donc, on va charger les packages nécessaires, Caret, Random Forest et autres, pour construire justement notre forêt. Pareil, si vous voulez comprendre comment ça marche, n'hésitez vraiment pas. Vous prenez un chunk comme moi, juste ici. Tac, on va aller vers le rythme là. Vous prenez un chunk comme moi, vous faites un point d'interrogation, vous mettez Random Forest qui vient du package Random Forest, évidemment. Faites un point de... OK, parce que je n'ai pas chargé. Ouais, ne faites pas comme moi. Chargez d'abord, chargez en mémoire de telle sorte qu'on puisse avoir accès aux fonctions. Pour pouvoir faire ça, il faut que je charge ça. Donc, j'exécute, voilà. Et maintenant, vous voyez ici, j'ai ma fonction Random Forest. J'ai toujours formula, c'est un peu comme sur iPad. Mes données, bon voilà, vous avez l'ensemble des paramètres. Je vous laisse le temps de lire la documentation. Vous pouvez voir comment ça marche. Mais lorsqu'on fait une forêt aléatoire, on va utiliser tous les paramètres par défaut. On va pas se casser la tête. On va pas choisir le nombre d'arbres qu'on va mettre. On va choisir tout par défaut. OK? Donc là, j'ai ma forêt. Data égale à data train. On entraîne toujours sur la base d'apprentissage. Importance égale à true. Pourquoi? Parce que la forêt aléatoire, c'est l'un des modèles de machine learning qui est assez explicable parce qu'on peut savoir quelle est la variable qui a le plus joué dans la prédiction finale. OK? C'est ça ici, importance égale à true. Et là, print, ça me permet d'afficher le modèle final. Et là, j'ai l'importance des variables ainsi qu'un graphique, vous allez voir, avec l'importance. J'exécute ça, outcome tilt avec toutes les variables. Vous pouvez mettre en plus si vous avez des variables spécifiques. J'exécute ceci. Et juste en bas, voilà, on a le modèle qui a été estimé. Qu'est-ce qui est important à savoir? Moi, ce qui m'intéresse, toujours, ce qui est important, c'est l'erreur out of bag. On va aller voir ça plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'importance des variables, juste là, comme ça. On va afficher ça. Voilà, on va dézoomer un peu pour que ce soit plus lisible notamment. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la variable glucose est la variable la plus importante pour prédire le fait qu'une patiente aura le diabète ou pas. Ensuite, on a l'âge, ensuite on a l'indice de masse corporelle et ensuite le nombre de grossesses. Ça, c'est déjà un insight qu'on a lorsqu'on fait les forêts aléatoires. On a déjà construit notre modèle, en fait. C'est ça le modèle qui a été construit avec l'ensemble des arbres de décision. On peut réaliser des prédictions à partir de ce modèle-là. OK? Pour faire des prédictions, c'est pareil. Vous faites predict modèle sur la base de tests. On peut mettre en place ce qu'on appelle la matrice de confusion. À quel point le modèle, en fait, a bien classé ou pas. C'est ça ici. Confusion de matrice. Prédiction que j'ai récupérée ici. Et outcome. Donc, en gros, je compare ce que mon modèle a prédit et ce que j'ai observé sur ma base ma base de test. J'affiche ma matrice de confusion. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Tac. On va lever tout ça. J'exécute là. Tac. Voilà. Vous voyez ici, la précision de notre modèle est de 83%. Vous avez la sensibilité, la spécificité. On ne va pas interpréter tout ça, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est surtout la accuracy qui est juste là. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle, tac, je vais mettre ici. On peut aussi mettre en place ici. Ça, il faut que je fasse ça, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Donc ici, vous aurez toutes les informations. Il n'y a pas Rock parce que je n'ai pas installé le package. J'exécute ceci.
Et là, vous avez l'ensemble des résultats. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'AUC. Vous voyez, l'AUC, il est de 0,88%. Il est beaucoup plus important que ce qu'on avait en utilisant uniquement l'arbre de décision. Avec un seul arbre, on avait un AUC autour de 0,66. Vous voyez ici, sur l'ensemble des tests, on a un AUC de 88%. Donc, ce modèle, il est plus pertinent que le modèle d'arbre basique qu'on a construit ensemble tout à l'heure. Nous avons construit la forêt aléatoire en R avec les paramètres par défaut. Dans la pratique, il faut optimiser le nombre d'arbres de décision. Combien d'arbres de décision je dois mettre dans ma forêt de façon générale? Et la réponse est simple. Dans les forêts aléatoires, plus vous avez des arbres, mieux c'est. Moi, je vous recommande 500 000. Plus vous avez, mieux c'est. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ce paramètre. Mais un paramètre qui est très important en calibrer, c'est ce qu'on appelle en fait le nombre de variables dans chaque arbre de décision. Pourquoi? Parce que pour que votre forêt aléatoire soit performante, il faut que l'ensemble des arbres qui composent votre forêt soient les plus différents possibles. Il ne faut pas qu'on ait exactement les mêmes arbres. Et pour éviter d'avoir les mêmes arbres, il ne faut pas qu'on ait exactement les mêmes variables dans tous les arbres de décision. Raison pour laquelle il faut choisir combien de variables je dois introduire dans chaque arbre de décision. C'est un paramètre à optimiser qu'on va optimiser tout de suite. Donc, on va revenir sur le code R ici, optimisation des paramètres. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, le nombre d'arbres, ne l'optimisez pas, prenez 500 000, c'est pas nécessaire, plus c'est important, mieux c'est. Mais par contre, le nombre de variables finales qu'on doit mettre dans chaque arbre doit être optimisé. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire plusieurs forêts aléatoires avec un nombre différent. Ici, on a 8 variables de base. Donc, ici, je vais m'arrêter à 8 en fait. Donc, je m'arrête ici à 8. On a 8 variables de base. Donc, je vais tester 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Et je choisis le nombre qui va minimiser l'erreur out of bag. C'est quoi l'erreur out of bag? Lorsqu'on fait en fait des forêts aléatoires, c'est comme si on prenait une sous-partie de la population, on entraîne un modèle sur la sous-partie, un arbre sur la sous-partie, et on analyse l'erreur sur l'autre partie qui n'a pas été sélectionnée. Donc, c'est ce qu'on appelle out of bag, en fait. Donc, il faut que je minimise cette erreur out of bag. Donc, je parcours 1 à 8, l'ensemble des nombres de features que je vais tester. Je fais ma forêt aléatoire, base d'apprentissage. mTry, c'est le nombre d'arbres de décision à mettre dans chaque forêt. Ici, I, c'est le nombre qu'il y a ici. 1, 2, 3 jusqu'à 8. N3, c'est le nombre d'arbres. De façon générale, j'ai 500 arbres. Puis je vous ai dit, pas besoin de l'optimiser, ce critère-là. Et là, je vais stocker ce qu'on appelle l'erreur out of bag. OK? Donc là, j'exécute et là, j'affiche tous les erreurs out of bag. Mon enjeu plus tard, c'est de choisir le nombre de valeurs qui va minimiser justement l'erreur out of bag. Juste là. Donc ici, je trouve l'erreur minimale. Donc, il prend la valeur minimale juste là. Ici, la valeur minimale, elle est de 0. Bon, on est trop bon, quoi. Et ici, j'ai choisi le nombre d'arbres pour lesquels on aura l'erreur minimale. Et là, je vois qu'on a 9 et 10. Pourquoi 9 et 10 alors que je me suis arrêté à... Attends, j'exécute ça une fois. Tac, je me suis arrêté. Je vais mettre ici 8. Par contre, je me suis arrêté à 8. Tac, j'exécute une fois de plus. Voilà. Et là, je prends le minimum. Et là, j'ai la valeur minimale. Je choisis. Et c'est à partir de ça, en fait. J'ai la valeur minimale. Tac. Je choisis. Voilà, c'est 1. Bon, un seul arbre dans chaque élément. OK. Et là, je peux donc recommencer ma forêt aléatoire. J'ai mis 500. J'ai mis 1000 ici. On peut mettre 500. Vous pouvez mettre 1000 si vous voulez. Et là, je choisis la valeur optimale. Juste là. Il me dit not found the function hog. Why? On va enlever ceci. Voilà. Là, c'est bon. Et là, si j'affiche le modèle final, c'est parfait. Donc, vous voyez, je viens de concevoir mon arbre de décision avec les paramètres optimisés. Lorsque j'ai ces paramètres optimisés, je peux, par la suite, réaliser mes prédictions. Donc ici, le modèle final, c'est lorsque j'ai optimisé en fait le nombre d'arbres de décision dans ma forêt, la base de test. Donc, je fais ma prédiction ici. Je fais la matrice de confusion. La matrice de confusion là. Bon, je vais enlever ça pour vous montrer c'est quoi une matrice de confusion. Tac. On fait CTRL X ici. On exécute ça. Vous voyez? En fait, la matrice de confusion, ici, la prédiction, c'est 0. Mon modèle prédit que la patiente n'aura pas le diabète. En réalité, la patiente n'a pas le diabète. Donc, c'est 92 personnes. Ma prédiction, c'est 1. En réalité, la patiente n'avait pas le diabète. En fait, je prédis ici que la patiente a le diabète, et alors que la patiente n'avait pas le diabète. Donc, il y a 8 cas sur 10 où je me suis trompée avec le modèle. Et là, je prédis 0.
alors qu'en réalité, la patiente avait le diabète, donc 21 personnes. Et là, c'est les bonnes prédictions parmi les femmes qui avaient le diabète. On va nous intéresser à l'accuracy, l'intervalle de confiance autour de l'accuracy. Vous avez les tests. Bref, il y a plusieurs critères de performance comme ça que vous pouvez calculer. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'AUC, la courbe Europe, pour voir à quel point le modèle il est pertinent. On voit ici que sur la base de tests, l'AUC est de 0,87. Lorsqu'on n'avait pas optimisé notre modèle, on avait l'AUC à 0,88. Lorsque j'optimise, je suis toujours à 0,88. Donc finalement, le modèle sans optimisation avait de bonnes performances. On a finalisé les 5 premières étapes. On a choisi la forêt aléatoire parce que les performances sur la base de test étaient plutôt très bonnes. Maintenant, on peut donc réaliser les prédictions avec le modèle de machine learning qu'on vient de concevoir ensemble, en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'importe une nouvelle base de données, j'applique mon modèle et j'aurai la prédiction. Voyons voir comment est-ce qu'on le fait en R. Supposons que j'importe une nouvelle base de données avec les caractéristiques des patientes. Ici, je connais la prédiction, outcome ici. Je souhaite encore prédire. Dans la vraie vie, on ne va pas connaître, mais supposons qu'on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce que je fais? J'importe ma base de données qui est juste là, ok? C'est la base sur laquelle j'ai les patientes, j'ai les caractéristiques de ces patients. Je mets ici, je mets data. Response va me donner en fait si la patiente a le diabète ou pas. Propre, ici, va me donner les probabilités d'avoir le diabète. Donc, je prédis les probabilités juste là. Une fois que j'ai prédit, je rajoute cela à ma base de données initiale. Tac, on va changer les noms des bases. Tac, tac, voilà. Et quand j'exécute ça, je viens en fait de prédire. Pour voir les prédictions, qu'est-ce que je fais? Tac, vous allez voir. Ici, ce sont les caractéristiques de départ. Et avec mon modèle, je peux savoir juste ici, vous voyez ici, la prédiction. Le modèle ici, c'est la patiente 1, on a prédit 1, 0, 1, 1. Ici, vous voyez la probabilité d'avoir le diabète pour cette femme était de 0,82, 0,83. Donc, vous avez les probabilités et vous avez la prédiction. Donc, c'est comme ça qu'on réalise le modèle de machine learning en R. Nous sommes à la fin de cette vidéo. L'une des devises essentielles pour la chaîne YouTube Le Coin Stat, c'est valoriser le retour sur investissement de votre temps. Parce que oui, on investit son temps. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la chose la plus importante que vous avez appris de cette vidéo. Si vous souhaitez comprendre comment est-ce qu'on met en place les forêts aléatoires sous Python, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye!